Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Je me suis dit qu'on allait faire un petit essai. Ça fait presque une semaine que je suis malade, donc je ne sais pas combien de temps va durer ce space. Mais je me suis dit, pourquoi pas, vous veniez poser des questions sur Twitter et ça me prenait plus de temps et trop d'énergie pour vous répondre. Donc voilà, donc on va vérifier d'abord, avant que j'aille un petit peu plus loin, que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, c'est le moment de cliquer sur vos... voilà, vous avez tout compris. Merci Guillaume, merci Emilia. Heureux de vous. Hop là, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Heureux de vous retrouver. Voilà, heureux de vous retrouver. Merci Guillaume, très bien. Je voulais qu'on parle 2 minutes du New Hampshire. Enfin, si c'est un sujet qui vous intéresse, ouais, Rosan, je sais, c'est assez étonnant, c'est absolument pas prévu. J'ai posté une dizaine de tweets ce soir pour parler de ce qui est en train de se dérouler dans une élection dont, pour moi, les enjeux n'était pas vraiment important. Ce qui était intéressant, c'est de suivre et on va attendre que ces chiffres s'affinent, non seulement l'écart, mais principalement la proportion. Hein, attention, c'est précis. La proportion des électeurs de euh, Nikki Haley qui ne voteront pas pour Trump en novembre prochain. Dans la mesure du possible, savoir à combien s'élève ce chiffre. Évidemment, plus ce pourcentage est important, plus c'est une mauvaise nouvelle pour Trump qui est en train, je suis en train de voir ça, il est en train de faire son discours de victoire où il explique pourquoi Nikki Haley aurait dû arrêter. En fait, il y a autant de raisons. C'est une bonne question. On va commencer par ça. Euh, Pourquoi Nikki Haley doit-elle continuer ou pourquoi devrait-elle arrêter? Sur le papier, c'est clair que euh, elle n'a aucune chance de gagner cette investiture républicaine, même si elle avait gagné ce soir. C'était son minimum, hein, son minimum aujourd'hui. Elle aurait dû gagner et avoir une victoire suffisamment claire contre Trump pour espérer quoi que ce soit. Là, en finissant deuxième, on n'est plus dans cette optique-là. Lorsqu'on regarde le calendrier, il y a les élections, il y a les fameuses primaires et caucus du Nevada où elle va faire zéro parce qu'elle n'est même pas inscrite dans la bonne catégorie. Bon, c'est une sorte de magouille préélectorale faite par Trump qui a décidé il y a quelques mois de pousser pour que il y ait, en utilisant le fait qu'il disposait d'alliés sûrs au sein du Parti républicain du Nevada pour s'assurer ce qu'il y ait un caucus. En même temps, il y a une primaire comme il vient de se dérouler aujourd'hui dans le New Hampshire. On ne peut pas être candidat aux deux et seul le caucus donne des délégués et donc seul Trump est candidat. Donc, il va être le seul à avoir des délégués dans le Nevada, donc c'est quelque chose qui est perdu. Après, il y a l'élection de la Caroline du Sud, où même si Nikki Haley est originaire de cet État-là, dans la réalité, elle est très mal partie. Trump a une énorme base MAGA en Caroline du Sud. Il dispose aussi du soutien de nombreux élus, dont le sénateur Scott, on a vu ça, qui est un des prétendants au poste de VP sur le ticket de Trump. Il a une campagne qui est aussi sur place depuis très longtemps. C'est vraiment un argument extrêmement important. Je vous l'avais dit avant l'Iowa, qui est de comprendre le travail sur le terrain. Et au niveau du travail sur le terrain, je ne pense pas que Nikki Haley euh, envisageait il y a 6 mois d'être dans la position où elle est la seule aujourd'hui à être opposée à Trump. Et donc finalement, sur le terrain, elle n'a pas tous ces volontaires, ces organisateurs, etc. Ce qu'a Trump,
ce qu'avait DeSantis dans l'Iowa. C'est pour ça qu'il a terminé deuxième, parce qu'il avait une meilleure organisation sur le terrain. En Caroline du Sud, MAGA a un- hop, ça a coupé. J'espère que vous m'entendez. Si, oui, c'est bon, c'est revenu. Très bien, ça avait coupé de mon côté. Euh, elle ne dispose pas d'une très bonne organisation sur le terrain en Caroline du Sud, même si c'est son État, elle est née en Caroline du Sud. Sa popularité a toujours été limitée à certaines villes. On vient de voir encore ce soir, c'est le même schéma qu'en 2020, encore plus fort à mon avis, que Trump est extrêmement populaire dans les zones rurales, dans les zones moins éduquées. C'est pour ça que je vous ai reposté ces déclarations de Trump qui disait en 2016 qu'il aimait les poorly educated, donc les gens sans diplôme. C'est aujourd'hui vraiment une base importante de son électorat. C'est une base importante de l'électorat en Caroline du Sud, donc ça va être très compliqué pour elle. Après, il y a le Michigan. Comme j'écrivais tout à l'heure dans le chat Telegram sur KissKissBankBank où on suivait ça entre chutistes, j'expliquais que je suis même pas certain qu'elle ait une organisation sur le terrain. Donc la question c'est jusqu'à quand Nikki Haley va-t-elle rester candidate? Bon, c'est une question d'argent. Jusqu'à quand aura-t-elle les moyens? Bon, elle espère que ce soir, en principe, c'est pour ça qu'il y a toujours ces discours assez positifs après, parce que c'est suivi d'une campagne pour demander des dons. Mais après, dans la réalité, sur le papier, Nikki Haley a 51 ans. Et son intérêt politique pur, parce qu'à terme, elle va se rendre derrière la victoire de Trump. Elle a déjà déclaré que elle supportera Trump et que de toute façon, que même si elle était élue, elle l'aurait pardonné s'il est gracié, s'il était condamné. Donc, elle s'alignera avec les autres à un moment avec un autre, à un moment ou un autre. Donc, quand on a 50 ans et que du coup on vient d'exister sur la scène nationale, c'est aussi à ça que servent ces primaires, et c'est pour elle, c'est plus un succès qu'un DeSantis par exemple, et que donc on lorgne du côté de dans 4 ans ou dans 8 ans, elle est encore là pour un moment. Euh, Son intérêt n'est pas trop d'abîmer son image et d'aller créer des haines au niveau de l'électorat républicain. Donc, on a vu aujourd'hui qu'au-delà de la base MAGA qui était là extrêmement présente pour Trump, il y a ces républicains qui se décrivent comme extrêmement conservateurs, qui ne sont pas forcément MAGA, mais extrêmement conservateurs, qui ont voté en quantité extrêmement importante pour Donald Trump. Et elle n'a pas envie non plus de se mettre cette catégorie-là à dos. Donc la question c'est combien de temps va-t-elle accepter de prendre ce risque pour son futur politique, en sachant que ses chances de victoire sont nulles, hein, je ne sais même pas le mot limité, il faut être honnête. Je sais qu'on aime bien en faire une espèce de. On a l'impression, des par moments, on se demande si ensuite de la politique ou du sport, là, qu'il y a une espèce de, comme s'il y avait un suspense et une course à la victoire. La réalité, c'est que on peut critiquer énormément Trump sur beaucoup de choses, mais pas sur sa détermination à gagner et son organisation pour gagner, et que donc ça fait maintenant 2 ans que cette échéance-là se prépare, qu'il y a eu énormément de travail en amont au niveau des comités locaux du Parti républicain pour modifier le calendrier, pour modifier le système de vote, pour modifier les règles d'attribution des délégués, tout ça pour permettre à Trump d'être le gagnant triomphant et seul gagnant le plus rapidement possible dans cette course à la candidature républicaine. Et à partir de là, on va dire que maintenant, Nikki Haley, c'est plus un combat de témoignage. Et donc voilà, je suis même pas persuadé
Je crois que c'est dans un mois, les primaires de Caroline du Sud. On verra si elle va jusque-là. C'est pas impossible. Moi, ma théorie, alors on est vraiment dans de la théorie, c'est que je crois qu'elle attend de voir ce qui se passe au niveau de la Cour suprême. Et on le saura très rapidement. Il y a une audition le 8 février prochain autour de la section 3 du 14e amendement pour décider ce qu'elle fait. C'est clair que s'il y a une décision un petit peu ambiguë de la Cour suprême qui laisse la décision aux États, c'est son intérêt de continuer. S'il y a évidemment une décision qui dit que Trump ne veut pas être candidat, c'est son intérêt forcément de continuer. Mais je pense que c'est ça l'idée qu'elle a derrière la tête parce que je ne vois pas sinon quel est son intérêt personnel, politique, de continuer une course dont elle n'a aucune chance de gagner avant même Super Tuesday. Hein, lorsqu'on regarde le calendrier qui va jusqu'au début du mois de mars, il n'y a pas une primaire où Nikki Haley a des chances de l'emporter. Ses meilleures chances, c'était aujourd'hui. Ses meilleures chances, c'était aujourd'hui parce que deux éléments. Un, les primaires de New Hampshire sont des semi-closed, comme on dit, donc ne sont pas fermées complètement, elles ne sont pas réservées uniquement aux membres du Parti républicain, mais aussi aux membres aux non-inscrits, à ceux qui ne sont inscrits lorsqu'on est aux États-Unis, lorsqu'on s'inscrit sur les listes électorales. Dans certains États, on vous demande si vous voulez être démocrate ou républicain pour justement participer aux primaires, et certains États, comme le New Hampshire, autorisent les personnes qui sont inscrites sous aucune étiquette, donc indépendantes, si vous voulez, les enrolled, de voter. Donc ça voulait dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas que des républicains qui votaient, donc c'était sa chance d'aller chercher cet électorat-là, qui n'est pas forcément pro-Trump. Et puis le New Hampshire, bah, c'est pas l'Iowa. L'Iowa qui est essentiellement, on a vu des électeurs évangéliques. Euh, Là, on a des grandes villes, on a des électeurs républicains qui sont plus diplômés, qui sont plus ouverts à la critique de Donald Trump. Donc, c'était vraiment son opportunité de gagner. Elle n'a pas pu, elle n'a pas su la saisir. Je pense que ce n'était absolument pas possible pour elle. Mais bon, en tout cas, voilà. Et c'est clair que lorsqu'on regarde le calendrier des prochaines semaines, cette opportunité-là n'existe plus. On part dans du territoire qui est extrêmement clair, pro-Trump, avec une organisation, comme je le disais, sur le terrain pro-Trump. Moi, ça fait 2 ans que je vous explique, lorsqu'on parlait à l'époque de 2024 qui arriverait un jour, avant même les élections intermédiaires. Je vous ai toujours expliqué, et je continue à vous le dire, que Trump est un formidable candidat de primaire. On a vécu ça justement aux élections intermédiaires où les candidats supportés, les candidats validés et aidés par Trump ont tué tout le monde, ont écrasé tout le monde dans le Parti républicain au sein des primaires, mais malheureusement pour eux, et heureusement pour la démocratie, leur portée n'a pas été aussi efficace lorsqu'il a fallu rentrer dans un scrutin général. Et Trump, c'est exactement ça. Il dispose d'une base électorale qui ira voter pour lui quoi qu'il arrive, et c'est toujours quelque chose d'essentiel lorsqu'on veut gagner des primaires, s'assurer que ces petites élections où on a vu par exemple dans l'Iowa, il y a peu de personnes qui se déplacent, bah, d'être certain que ses fidèles soient là. Et c'est ce qui se passe. Et donc c'est pour ça qu'il gagne ces primaires-là. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on voit, et au contraire, même ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on voit, les chiffres qu'on voit passer, les pourcentages d'électeurs républicains qui veulent aller voter pour quelqu'un d'autre, même s'il ne faut pas forcément donner énormément de sens, je vais y revenir,
on voit que il y a une partie du Parti républicain qui ne se retrouve pas dans la candidature Trump, qui ne se retrouve plus dans la candidature Trump. Donc, évidemment, ce sont des chiffres qui aujourd'hui sont importants, qui sont aussi à prendre avec des pincettes. Moi, je me rappelle avoir vécu la campagne 2016 où on nous, lorsqu'on faisait des sondages, c'était à peu près pareil au sein du Parti républicain. Il y avait une partie des républicains, surtout après les révélations de l'enregistrement audio de sa conversation avec Access Hollywood sur les femmes, qui expliquait que c'était difficile pour eux d'aller voter pour Trump, et ils sont quand même allés voter. Il y a cette discipline de parti chez les républicains qui est extrêmement importante, et deux, cette volonté de gagner, quel que soit le candidat, parce qu'on sait que grâce à la victoire, ça permet des baisses d'impôts pour les plus riches, ça permet d'avoir des contrôles de nomination de juges à venir, et on l'a vu, par exemple, de reprendre le contrôle de la Cour suprême, et grâce à ça, de faire interdire l'avortement au niveau fédéral, en tout cas de le limiter fortement. Donc, il faut toujours se méfier quand aujourd'hui, le 23 janvier, on vous dit ouais, mais il y a 30% ou 39% des électeurs qui ont voté pour Nikki Haley qui ne voteront pas pour Trump ou qui ne veulent pas voter. Euh, Dans la réalité, euh, le Parti républicain est composé de trois catégories. Un, les pro-MAGA qui voteront pour Trump quoi qu'il arrive. Deux, des électeurs qui ne sont pas forcément pro-MAGA, mais qui votent pour Trump à défaut de quelqu'un d'autre. DeSantis espérait absorber cette catégorie-là et puis l'ouvrir et venir prendre de ses électeurs à Trump. C'est ce qui ne s'est pas passé. Et puis la troisième catégorie, qui, selon les années et les scrutins, oscille entre 20 et 33%, on va dire, du Parti républicain, ce sont les Never Trumpers. Ce sont des gens qui ne voteront jamais, jamais pour Trump. Donc on verra, on va voir avec prudence. Faut pas non plus se rendre fou sur les chiffres aujourd'hui. C'est une primaire d'un parti politique. Si on a envie d'être pro-Trump, il y a des raisons de l'être ce soir. Si on a envie de dire, mais ouais, mais c'est mauvais signe pour le futur, on peut l'être aussi. On va signaler également que du côté républicain, du côté démocrate, Joe Biden a gagné ce soir sans être candidat. Pourquoi sans être candidat? Parce que c'était pas vraiment des vrais primaires. Les démocrates ont décidé de déplacer leur calendrier, de ne plus faire que le New Hampshire soit un des premiers États à voter. Ils considèrent que ce sont des États comme l'Iowa qui, en termes de démographie, ne correspondent plus, un, à l'électorat démocrate, et deux, au changement du pays. Mais certains, comme Dean Willis, qui se présentait ce soir, étaient quand même candidats. Il n'y avait pas de délégué en jeu. Et il y a eu une campagne pour pas offrir une espèce de victoire à Dean Willis. Il y avait une campagne pour inscrire write-in Joe Biden, et donc Joe Biden, sans être candidat dans une élection qui ne compte pas vraiment, où il y a zéro délégué, c'est lui qui a gagné ce soir. Donc voilà, ça c'était du côté démocrate. Il y a Alain qui veut parler, je vais donner la parole à Alain. Bonjour William, tu m'entends bien? Ouais, formidable, c'est parti. D'accord. Ma question, c'était, étant donné qu'il y a eu plusieurs débats là, au niveau des candidats qui étaient au Parti républicain, maintenant qu'il reste juste deux candidats, si Nikki Haley n'abandonne pas, est-ce qu'on pourrait avoir au moins la chance d'avoir un débat où Trump participerait avec Nikki Haley? Absolument pas. Je sais. Absolument pas. Un, il a aucune obligation de le faire. Deux, il a aucun intérêt de le faire. Trois, quand on voit aujourd'hui Nikki Haley qui le challenge à ce débat lors de son discours, on va dire que en toute objectivité,
c'est un argument de perdant qui veut exister en disant voilà, j'ai besoin de ce débat-là. Aujourd'hui, il n'y a même pas de garantie que Trump participe, s'il est candidat, participe à un débat au niveau présidentiel contre le candidat démocrate. Donc voilà, donc non, il n'y aura pas de débat, ce n'est pas son intérêt. Au-delà même des problèmes dont on parle beaucoup ces derniers jours, de ces hésitations, de ses erreurs, de ses phrases incohérentes, etc., etc., il n'a aucun intérêt à rentrer dans les débats et en fait donner de l'attention à quelqu'un qui lui est en concurrence. Il est très bien dans un environnement contrôlé. Sa base adore cet environnement contrôlé, adore venir à ses discours comme on va au spectacle, en attendant au même moment, au même soir, les blagues. Un petit peu Trump, il y a un petit peu ce côté, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, de ces anciens bands là qui ont eu un succès il y a 20 ou 30 ans et qui continuent à faire ces Nostalgia Tour. Il y a un petit peu cet aspect-là. Donc non, il n'y aura pas de débat. Oui, mais est-ce que s'il y en aurait un, est-ce que Nikki Haley aurait pu profiter d'un débat avec Trump? Est-ce que ça aurait pu peut-être l'aider à... Bien sûr, n'importe quel candidat aurait pu, parce que il y a déjà le côté, il y a déjà le côté, euh, comment dire ça, de publicité de ce débat-là, de se retrouver d'égal à égal avec Trump. Et puis, ce que tu attends, c'est il fasse une erreur. Donc, c'est des débats où Nikki Haley ou n'importe quel autre serait été DeSantis, il aurait aussi adoré ça a tout à gagner et Trump a tout à perdre. Mais tout à perdre avec une limitation d'usage que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait comment est divisé aujourd'hui le Parti républicain et sa base, même s'il venait au débat. Et si il faisait erreur sur erreur ou il se retrouvait avec une espèce de silence pendant 3 minutes, ils iraient quand même voter pour lui. Donc voilà. Donc Merci, c'est William. limité. Je t'en prie, merci Alain. Donc voilà, donc ouais, si vous avez des questions, c'est peut-être plus simple parce que j'ai absolument aucun fil conducteur, hein. Je voulais juste qu'on parle 5 minutes de ça. Donc je vous ai expliqué pourquoi, d'après moi, Nikki Haley reste en piste, même si elle n'a aucune chance de gagner et elle risque de créer des inimitiés du côté républicain. Tout à l'heure, lorsqu'on discutait dans le chat, bah tiens, en parlant du chat Telegram, on va donner la parole à Amael qui va venir nous rejoindre. Amael est un chutiste, donc à toi, Amael, tu peux y aller. Il faut appuyer sur le speaker et c'est bon. Hop, bonsoir William. Ouais, c'est parfait. Voilà, j'ai juste une question, je pense. Ouais, on avait échangé un petit peu avec ça, par rapport à ça un peu plus tôt, mais tu n'avais pas l'air trop d'accord. Mais j'ai une hypothèse et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Mhm. Je pense que Nikki Haley, en fait, elle essaie de s'accrocher parce que maintenant c'est elle ou Trump pour les républicains, même si elle est vraiment donnée perdante un peu partout. Mais est-ce que tu penses qu'elle s'accroche pas, enfin qu'elle s'accroche justement pour, en se disant que Trump, ça se trouve, va avoir des grosses emmerdes dans pas longtemps. Peut-être aussi que Scotus justement ne va pas l'arranger et qu'elle se dit qu'en étant la seconde, au bout d'un moment, si vraiment Trump est disqualifié dans plusieurs États, ce qui pourrait peut-être arriver, ça pourrait être elle qui pourrait être en fait en tête de liste après ça. Ouais, c'est clair que c'est à peu près la seule explication logique, c'est que c'est de rester jusqu'au moins jusqu'à la mi-février lorsque il va y avoir cette décision de la Cour suprême de savoir si le 14e, la section 3 du 14e amendement s'applique à un président ou en tout cas s'applique à Donald Trump. Donc c'est clair que c'est son intérêt d'attendre à ce moment-là, mais même dans ce cas-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cela ne signifie pas forcément que Trump abandonne la candidature.
ou que elle soit automatiquement élue parce que c'est la dernière survivante. On rentre dans des cas particuliers avec des règles de parti que par exemple on connaît si imaginons aussi que Trump ou comme n'importe quel candidat décède avant la convention, on n'a plus le temps de revenir sur le calendrier électoral. Les, les, le, le candidat décédé continue sa campagne en fait jusqu'à la convention. Donc des délégués Trump décédés sont élus et c'est les délégués à la fin qui vont décider de se rabattre sur un candidat qui arrivera au moment de la convention. Et ça peut être n'importe quel autre. Ça peut être Don Junior, par exemple, qui arrive en disant, bah, tiens, les voix de mon père, ça vient sur moi, ou ça peut être Marjorie Taylor Greene, ça peut être Ivanka, ça peut être plein d'autres personnes. Donc c'est pas Faut, parce que faut pas parler de malheur. non, 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 exactement. C'est pas parce que elle reste jusqu'à cette date-là que ça signifie automatiquement si il se passe quelque chose au niveau de la Cour suprême, et on en est loin, s'il se passe quelque chose au niveau de la Cour suprême, que ça la qualifie. Mais ça lui donnerait effectivement une légitimité. Imaginons que vers le 15 janvier, la Cour suprême explique que c'est aux États de prendre la décision de mettre Trump ou pas sur les listes électorales. À partir de là, elle peut dire, ben voilà, on n'est même pas certain que notre candidat soit présent partout. Moi, je suis présente et espérant que dans les élections qui arrivent, dans les autres primaires qui arrivent, il y a une espèce de changement visible au niveau des électeurs qui se disent, mais ça sert à rien de voter pour quelqu'un qui ne va pas être qualifié. Mais je suis même pas certain aujourd'hui de ce qui est devenu le Parti républicain en qualité en niveau d'endoctrinement que c'est quelque chose qui se passe. Il y a très sincèrement une partie des électeurs républicains que même si demain Trump était condamné et emprisonné, ils voteraient quand même pour lui. Donc je suis même pas certain que ça joue, mais je crois que c'est la seule explication logique du calcul de Nikki Haley de se dire je reste en piste en attendant de voir ce qui se passe début février, mi-février avec Scotus et on verra à ce moment-là. Parce que sinon, s'il ne se passe rien, encore une fois, l'organisation sur le terrain, le calendrier électoral, la force de la base MAGA fait qu'elle n'a aucune chance d'être élue. Elle a quand même montré qu'elle pouvait aussi prendre beaucoup de voix. J'écoutais beaucoup, d'ailleurs, aujourd'hui, dans la bagnole, MSNBC et CNN. J'aime bien alterner les deux, comme ça me donne un petit point de vue différent, parce qu'MSNBC sont un peu Ouais, trop ouais, à gauche. c'est sûr. CNN essaie de se centrer un petit peu plus. Mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes aussi, justement, qui avaient voté Trump, ne voulaient plus voter Trump. Donc, Ouais, elle a... après on verra, ça va être tout l'enjeu et c'est une des raisons pour laquelle je dis que Trump a été là et tu as vu cette émission qu'on a fait samedi dernier sur les pronostics au mois de janvier 2024. On verra le mois prochain quand on va le refaire et le mois d'après, etc., etc. Mais qui fait que pour moi, Trump est un candidat faible, c'est parce qu'il a perdu une partie de son électorat. Il n'a pas élargi sa base et c'est clair que son discours actuel ne va pas faire que il va élargir son électorat et son calcul, on l'a vu ce qu'il a dit par prétention aujourd'hui en disant que de toute manière, il n'avait même pas besoin des électeurs de Nikki Haley pour gagner. Est-ce que son calcul, c'est de dire je vais aller chercher des électeurs des gens qui ne votent plus? C'est ce qu'il a fait d'ailleurs en 2020 en performant mieux que ce qu'on pensait ce qu'il allait performer parce que il est allé réussir à capter des électeurs qui ne votaient pas ou qui ne votaient plus et donc, est-ce que c'est encore son calcul là en se disant, OK, je vais avoir ma base, je vais aller récupérer X pourcentage des voix dans les communautés latines, latino, X pourcentage dans les communautés black, et puis on va tout faire. C'est la seule manière dont il peut gagner, c'est ça, c'est de tout faire pour empêcher pour limiter que les électeurs qui ont voté pour Biden aient voté à nouveau. C'est peut-être ça son calcul. On verra. Je pense aussi, ouais. Alors, dernière question, c'est pas vraiment une petite question, c'est Vas-y, plus je t'en prie.
ton avis. Après, j'arrête parce que peut-être que d'autres personnes ont des questions aussi. Non, vas-y, on est bon. Ok, parfait. Il semblerait qu'en fait Trump ne veut pas en fait se mettre dans des débats. Peut-être parce qu'il a un petit peu peur et qu'il aime bien se cacher dans sa carapace de MAGA supporter. Il n'a pas non plus envie d'entendre les critiques parce que visiblement il n'aime pas ça. Il déteste ça. Mais normalement, tu sais, on a toujours les débats entre les deux finalistes, comme il y avait eu il y a 4 ans de ça avec Biden et Trump, et avant ça avec Trump et Hillary Clinton. Bon, il semblerait que, à mon avis, tu m'avais dit en fait qu'il allait certainement pas le faire, ça, c'est très sûr. Mais qu'est-ce que tu penses, ton avis, que Biden ferait si Trump refuse de faire le débat avant les grandes élections? Ça, je suis très curieux d'entendre ton avis là-dessus parce que je pense que Biden pourrait balancer le dossier ou quoi. Aujourd'hui, Trump n'a aucune envie d'aller faire ces débats-là. J'ai expliqué pourquoi il ne voulait pas faire et il ne fera pas de débat au niveau des primaires pourquoi il a préparé le terrain. En tout cas, c'est une réalité, hein. Personne n'est dans la tête de Trump et peut-être qu'il aura besoin. Imaginons ça, peut-être il aura besoin de ces débats-là en septembre, octobre et novembre prochain. Non, dis-moi, en septembre et octobre prochain, on y arrive très très vite. Je pense que le premier est prévu pour la première semaine de septembre. Et on sait qu'il a préparé le terrain pour ne pas y aller. C'est-à-dire qu'il y a un an, il a forcé le parti républicain de quitter la commission d'organisation. Donc c'est une réalité, le Parti républicain sous son contrôle a quitté la commission d'organisation de ces débats-là en expliquant que c'était une organisation qui était évidemment pro-Biden, pro-démocrate, etc. Le même discours habituel chez Trump, mais en tout cas ils n'en font plus partie et c'était même aller plus loin, c'est que le Parti républicain, bon, ce sont des choses qui changent, qui peuvent se changer, avait fait passer une espèce de motion en interdisant à n'importe quel de ces candidats à aller participer à ces débats-là. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une forte chance, sauf s'il en a besoin, d'accord, sauf s'il en a besoin que Trump ne participe même pas à ces débats-là. On avait eu en 2020, on n'avait pas eu le nombre habituel de débats. Il y avait eu Covid au milieu, etc. Mais je pense que même le dernier qui était prévu n'avait pas eu lieu. Que va faire Biden par rapport à ça? Bah, je pense que de toute façon, les télévisions vont lui proposer 1 heure et demie de télévision gratuite, de venir parler et il va prendre cette opportunité-là. Je pense, en tout cas, il serait bête de pas le faire. Mais voilà, on va voir ce qui se passe. C'est très dur de s'avancer. Nous sommes qu'en janvier, c'est souvent ce que je dis. Hein, on est à fond dedans, mais on est qu'en janvier et il va se passer tellement de choses. Tellement. Déjà dans les jours prochains, quand on voit déjà tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du mois de janvier, avec Jean Carroll et avec le procès pour fraude à New York, avec le verdict qui va arriver aujourd'hui, le courrier qui a été envoyé par Laetitia James est extrêmement puissant et c'est une très mauvaise nouvelle pour Trump en expliquant qu'il y a une jurisprudence très précise maintenant qui fait que Trump devrait être interdit à vie de mener des affaires. Donc ça, c'est rien qu'à la fin du mois de janvier. Et puis début février, il y a la Cour suprême, il y a les auditions au niveau de l'enquête, de la procédure en cours par rapport à Fannie Willis en Géorgie. Il va y avoir la décision de cette question d'impunité totale demandée par Trump. Et voilà quoi, il y a énormément de choses qui vont arriver d'ici le mois de novembre, donc on verra ce qui se passe à ce moment-là. Tu vas pas chômer. Non, c'est pour ça qu'il faut que je revienne en forme assez rapidement. Voilà. Exactement. Ok, merci William. Juste pour conclure, quand j'entends que Trump dit que Biden veut détruire la démocratie, ça me fait beaucoup rigoler. Voilà, je te laisse en tête. Merci, bye bye. Merci, bye. Voilà, donc si vous voulez intervenir, vous avez des questions, vous voulez donner votre avis ou vous voulez parler, excusez-moi, c'est le moment de le faire.
Ouais, comme vous l'entendez, j'imagine que ça doit s'entendre. Je suis pas au top de ma forme, mais bon, c'est pas grave. Donc, ouais, il y avait une question, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a une question qui est souvent récurrente, hein, et en fait, la réponse est complexe, comme souvent. C'est est-ce que c'est quel est l'intérêt de Biden dans tout ça, en termes électoraux, en termes de candidat? L'intérêt de Biden par rapport à Nikki Haley. Est-ce que son intérêt est que Trump continue à se battre avec Nikki Haley le plus longtemps possible ou pas? Et en fait, ça pourrait paraître comme une question relativement simple, mais dans la réalité, elle est plus complexe que ça. L'argument le plus simple, c'est de dire, bah oui, que ça dure le plus longtemps possible, que Nikki Haley fasse le sale boulot en ce moment, comme elle est en train de faire, hein. Le débat, par exemple, sur l'âge et les capacités cognitives de Trump, ben, on l'a maintenant parce qu'on est dans cette situation de primaire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui vient abîmer l'image de Trump par rapport à l'électorat en général. Donc, c'est clair que ça, c'est un avantage. Je pense aussi que lorsque une partie de l'électorat, ça devient de plus en plus évident, mais lorsque la plupart de l'électorat aura compris que c'est inévitable et que c'est une candidature que Trump est élu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chaînes de télévision généralistes, hein, comme n'importe quel Américain, même si ce sont de moins en moins nombreux, il y a toujours ce sentiment qu'il y a une possibilité, que ça peut être autre chose. Donc on va avoir beaucoup de sujets sur Nikki Haley, est-ce que c'est possible, que c'est pas possible, alors que ce qu'il faudrait, parce que pendant 2 ans, ça n'a pas été fait par les médias américains, et ce qui explique peut-être aussi pourquoi Trump est dans une si bonne position aujourd'hui, c'est de simplement démontrer ce qui se passe dans ces meetings, de raconter, de le laisser parler, de voir tout ce genre de choses, parce que c'est un traitement qui aura des effets négatifs pour lui. C'est-à-dire que les Américains ont un petit peu oublié ce qu'est Trump, et lorsque ça sera simplement Trump contre Biden, ça permettra de rappeler tout ça. Donc il y a les deux possibilités, il y a les deux arguments qui tiennent la route c'est l'intérêt de Biden que Nikki Haley continue le plus longtemps, mais aussi l'idée de se dire que à un moment, ça va être important que l'on comprenne que l'élection se joue entre Trump et Biden, et qu'il va falloir faire ce choix que l'on aime ou pas, mais en tout cas que ça va se jouer dans ce duel-là. Je rends la parole à Alain. Oui, bonjour Voilà, William. c'est à nouveau à toi. Ouais, vas-y. Une autre question. Si Nikki Haley abandonne la course, les prochaines primaires et caucus qu'il peut y avoir, est-ce que tout va être annulé ou bien il va quand même avoir un caucus ou des primaires? Je pense au Super Tuesday. Est-ce que le Super Tuesday va tout être Non, annulé? les élections sont maintenues, mais il y a plus besoin d'aller faire du meeting de campagne, etc., etc. Parce qu'à la fin, il faut un nombre de délégués nécessaires. Il faut que ces délégués-là se retrouvent à la convention du Parti républicain qui est prévue, je pense, le 13 Ou, juillet. ou Donc, juillet? ouais, de juillet, et du Parti démocrate est prévue à peu près dans la même date au mois d'août. Des fois, c'est l'inverse. En tout cas, cette année, c'est dans cet ordre-là. Et donc, il faut élire des délégués. Donc, ça se passera, mais ça se passera du coup sans campagne, sans suspense, parce qu'il n'y aura plus qu'un seul candidat. Donc voilà, mais il y aura pas une annulation du processus de sélection des délégués. Donc, Trump pourrait commencer sa campagne électorale avec 10 mois d'avance. Ouais, bon, on va dire qu'il a déjà 2 ans d'avance, parce que Oui. ça fait à peu près 2 ans il mène cette campagne-là, mais on sait que c'est important pour lui pour différentes raisons,
Et il y a une raison qui est importante, qui est la question de l'argent. Aujourd'hui, l'essentiel de l'argent qu'il lève, il continue à lever de l'argent, mais on sait que cet argent va pour payer ses avocats. Hein, je crois que je l'écrivais aujourd'hui que sur le dernier trimestre, le coût de ses frais légaux a dépassé 20 millions de dollars. Et je pense qu'il a dû enlever genre 25 ou 30. Donc ça va vraiment, la grande majorité va dans ça. Et c'est clair que s'il est le candidat du Parti républicain, il va faire comme il a fait de 2020 à 2022, il va demander que ce soit le Parti républicain qui paye ses frais judiciaires et donc d'utiliser cet argent-là où il va en avoir besoin, et il en a besoin par de l'achat publicitaire, par des événements, etc., etc. Donc pour lui, il y a un véritable enjeu extrêmement important d'être ce candidat le plus tôt possible. Et d'ailleurs, le calendrier, et ce que j'ai dit, c'est qu'il y a eu toute cette organisation depuis 1 an et demi, 2 ans, au niveau des partis républicains, et surtout les États qu'il contrôlait, pour lui donner cette victoire. Le changement au Nevada, c'est entre autres pour ça, pour que il se retrouve dans une situation winner take all, où il récupère tous les délégués pour avoir le plus grand nombre. Et pour lui, c'est en plus important parce qu'il y a aussi, ne l'oublions pas, un agenda juridique. Et donc, son idée, c'est de se dire, bah tiens, un agenda judiciaire, c'est de se dire, bah tiens, autant être choisi comme, même si c'est pas encore officiel, il faudra attendre la convention pour que ça devienne officiel, mais autant être choisi comme étant le candidat républicain avant que mes procès commencent, parce qu'on sait jamais comment ça peut tourner. Donc voilà, donc il va tout faire pour que ça se termine rapidement. C'est peut-être pour ça que ce soir il est en colère que Nikki Haley ait décidé de continuer. Merci, William. Juste peut-être pour une petite parenthèse, si c'est possible, puis Vas-y, je ah bah sais que ouais, c'est le bon endroit pour c'est faire pas une par petite rapport aux parenthèse. primaires, mais aujourd'hui, la Cour a rendu une décision comme qui maintenait le gag order sur Trump. Ouais. Est-ce que, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ouais, ce qui est intéressant dans cette opinion, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a 1 mois et demi, je crois, la cour d'appel de DC, où ça s'est déroulé, euh, avait déjà pris cette décision-là. Mais en fait, c'était un panel représentatif, c'est 3 magistrats tirés au sort. Et ce que Trump demandait, c'était qu'il y ait une décision en banc. Une décision en banc, c'est lorsqu'il y a tous les juges qui se rassemblent pour examiner un cas. Et ce qui est très intéressant dans la décision, c'est que en fait, il y a eu un refus de cette démarche-là, et il n'y a aucun juge qui a voté pour dire on donne une deuxième chance à Trump sur ce sujet-là. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que dans les juges, il y en avait 3 ou 4 qui ont été nommés par Trump lui-même. Donc c'est intéressant de voir que lorsqu'on est dans le cœur d'une affaire judiciaire, lorsqu'on est dans la loi, même des juges qui ont été nommés par lui, bah, il décide de pas de pas lui donner raison. Donc voilà, il va sûrement aller à la Cour suprême. Tout ça, c'est des procédures qui ont été lancées il y a bien longtemps dans ces stratégies de délai, de faire repousser le procès. Donc voilà, donc il ira peut-être à la Cour suprême, mais c'est possible que la Cour suprême décide de ne même pas prendre le cas. Il faut qu'il y ait 4 magistrats pour prendre un cas, il faut qu'il y en ait 5 pour prendre un cas et suspendre la décision qui a été prise avant. On verra, peut-être ils diront, bah, de toute façon ça sert à rien, va être jugé et on va voir ce qui se passe après. Parce qu'il y aura des appels après le jugement dans tous les cas. Donc voilà. Merci, William. Je t'en prie. Bonne soirée. Voilà, donc si je ne sais pas si est-ce qu'il y a encore des questions, je veux bien répondre à d'autres questions, sinon on va arrêter là. Je commence vraiment déjà à fatiguer. C'est pas que vous êtes fatigant, mais c'est que je suis malade depuis maintenant presque une semaine, et donc voilà. J'espère le retour de la chute, hein, pour jeudi, si tout va bien.
On sera en plein procès Trump pour déterminer le montant de son amende à payer pour E. Jean Carroll pour l'avoir diffamé. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là alors. Bah, bonne soirée. Ça m'a fait plaisir d'un petit peu vous reparler. Je sais que c'était extrêmement rapide, mais c'était l'idée. Bonne soirée à tous. À très vite. Au revoir.